Bien, bonsoir à tous. Vous allez assister à la conférence Analysis of a Door Locking System à la LSO Week 2014. Elle sera présentée par Pierre Surly et moi-même Rémi Audebert. Alors pour commencer, imaginons un système de digicode qui fonctionne, mais il y a juste un problème. Pour une porte, ce système ne fonctionne pas. Et il se trouve que nous, à un certain événement de l'année, on a vraiment besoin que cette porte fonctionne. Et on va essayer de mettre en place, on va regarder ce système depuis l'extérieur, voir pour essayer de faire fonctionner cette porte. Alors, tout d'abord, on va prendre en quatre parties. Les trois premières vont présenter des aspects dans lesquels on aurait pu imaginer se débrouiller pour faire fonctionner cette porte. Et la quatrième partie sera ce qu'on a fait, pour de vrai. Alors, on va commencer la première partie avec une analyse des signaux autour de la porte. Ok, bonsoir tout le monde. Bon, déjà, dans l'étude de système, la première chose qu'on a faite, c'est déjà analyser ce qui se passait au niveau de la porte. Au niveau de la porte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va juste avoir un écran et un clavier sur lequel l'utilisateur va taper son login, son mot de passe, enfin son UID et son mot de passe, et une touche de validation. Et si son mot de passe est bon, la porte va s'ouvrir à l'aide d'un électroaimant. Déjà, on a accès facilement à ça. Ça veut dire qu'on a déjà une carte, un circuit électronique qui va gérer tout seul l'écran et le keyboard. D'accord. Si on regarde à quoi il est connecté uniquement avec un RJ11 à une interface qui est cachée dans le faux plafond, qui n'est pas accessible aux utilisateurs, mais qui est à proximité de la porte. Cette interface, elle est connectée non seulement en RJ11, mais également en RJ45. Le câble RJ45, lui, il part dans le faux plafond, on ne sait pas trop où il va pour l'instant, on verra plus tard. Nous, le but déjà, on est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? La chose la plus naturelle à faire pour l'instant, c'est déjà essayer de regarder ce qui se passe sur le RJ11, essayer de récupérer les trames qui circulent là-dedans, et essayer de, à partir de là, comprendre le protocole qui est établi entre l'interface et l'écran. On va donc entrer dans une phase qu'on appelle de probing. Ça va se dérouler en plusieurs étapes, c'est-à-dire on va déjà essayer de retrouver la puissance qui est véhiculée dans les câbles, on va essayer de trouver les masses, et on va essayer de récupérer, d'essayer de voir si on arrive à trouver un signal d'horloge, de la data, des datas différentielles, etc. Les outils qu'on a utilisés, nous, forcément un multimètre, c'est la base. On a utilisé un oscilloscope numérique qui est vraiment très adapté. En gros, il va nous permettre de visualiser le signal qui passe dans les câbles, et à partir de là, on va essayer de déduire le format de la trame et à partir de là, comprendre le protocole qui est utilisé. Et enfin, une fois qu'on connaît le protocole, on va pouvoir utiliser un analyseur logique qui va nous transformer les datas en données binaires qui sont exploitables après. Ok, on va déjà, première étape, on va déjà se prober sur le RJ11. Alors sur le RJ11, déjà, je pense que la plupart d'entre vous le savent, on a 6 fils à l'intérieur. Ce qui est déjà facile de voir, c'est déjà qu'il y a 2 fils qui sont utilisés, un pour le 5 volts et l'autre pour le ground. Il en reste 4, on ne sait pas trop à quoi ils vont servir. Le but, c'est de savoir justement, de connaître leur rôle. Déjà, première information, on est sur du 5 volts, c'est la tension d'alimentation de l'écran. Première information. Alors là, on connaît la masse, donc sur le silo, on se branche sur la masse, et on va essayer les pins un par un, donc les 4 pins, pour essayer de récupérer des trames. Là, on a un truc un peu près intéressant. Sur le oscilloscope, on va pouvoir prober deux fils à la fois. C'est assez pratique pour pouvoir les juxtaposer. La probe 1, on peut voir déjà qu'on obtient, donc la probe 1 qui est le signal jaune, on peut voir déjà qu'on a quelque chose là qui passe. Ça ressemble à une trame, on ne sait pas trop ce que c'est. Un truc comme ça, il n'y a pas d'information qui passe. Ça, c'est clairement un signal d'horloge. Et sur notre deuxième probe, on va trouver, justement au moment où on retrouve notre signal d'horloge qui s'enclenche, on voit qu'il passe à 0. Et après, qu'il revient à 5 volts. Et c'est tout ce qu'il fait. OK. Donc cette probe bleue, cette probe 2, elle n'est pas très intéressante pour l'instant. Il faut juste la garder en mémoire. Donc on va débrancher cette probe 2 et on va la brancher sur un autre fil. Et voilà ce qu'on obtient. Tiens, il y a une espèce de corrélation entre les deux. Là, à coup sûr, sur la probe numéro 2, on a trouvé le fil où il y a de la data qui passe. Intéressant. À ce moment-là, on a assez d'informations pour essayer de déduire le protocole qui est utilisé. On va y aller par élimination. Le premier auquel on peut penser déjà,
c'est l'UART. On n'utilise pas des devices qui vont communiquer sur de longues distances. Je veux dire, la carte sécu, elle se trouve dans le faux plafond, juste au-dessus de la porte. C'est de l'ordre de quelques mètres. Ça reste raisonnable. Donc, quels sont les protocoles qui sont utilisés dans ce genre de cas? On retrouve rapidement de la liaison série toute bête qui est générée par de l'UART. Ça ne peut pas être ça, dans la mesure où, là, on a un signal d'horloge. L'UART, c'est ce qu'on appelle une liaison série asynchrone. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'horloge. Là, il y a un signal d'horloge, donc ça ne peut pas être ça. L'I2C, alors l'I2C, ça peut être un bon candidat, dans la mesure où là, l'I2C, ça se base sur deux fils. Un fil, on va avoir un signal d'horloge, et un fil, on va avoir notre data qui passe. Mais c'est tout. Là, je ne sais pas si vous avez vu, on a quand même trois fils qui ont l'air à peu près un peu importants. On a le premier qui ressemblait être un chip select. Ça ne fait pas partie de la norme I2C. On écarte. Le RS-232, c'est aussi une bonne alternative. Ouais, le seul problème avec la RS-232, c'est que ça se base, ça fait par exemple plus 5 volts, moins 5 volts. Là, c'est soit du 5 volts, soit rien, soit du 0. Donc ça ne peut pas être du RS-232. Le dernier candidat, la SPI, c'est le protocole que je vais détailler un peu plus. Le SPI, lui, il se base sur 4 fils. Une clock, 2 fils de data et un chip select. Ça correspond un peu à ce qu'on a trouvé quand même. On a déjà trouvé la clock, on a trouvé un fil de data, donc il y a de grandes chances que ce soit le MOSI, et on a trouvé un chip select. Un petit rappel sur la SPI, juste. En SPI, on va avoir deux types de devices, un maître et un ou plusieurs esclaves. En gros, le maître, c'est lui qui va imposer le signal d'horloge. Et ça va être aux esclaves de se synchroniser sur ce signal-là. C'est pour ça qu'on dit que le protocole est synchrone. Il va avoir un autre pouvoir, c'est de pouvoir désigner à quel esclave il veut parler. C'est ça l'intérêt du chip select. Donc si on revient sur notre frame du début, on peut voir que ça c'est clairement un chip select. Là, c'est le maître qui dit ah, tiens, l'esclave, je commence à te parler. Il envoie des trames et il dit hop, c'est bon, j'ai fini de te parler. Schéma classique. Là, en l'occurrence, on est tous d'accord, le maître, c'est l'interface. Et le slave, c'est la carte écran clavier. À partir de là, on va pouvoir décoder justement les trames qui sont envoyées. Le maître, il va envoyer en permanence ces deux trames-là. Pourquoi celle-là, je ne sais pas. Là, sur la configuration de l'USPI telle qu'on l'a actuellement, on est basé, l'esclave, il va récupérer la valeur du bit dès qu'il va tomber sur un front descendant. Et donc, à partir de là, il va pouvoir obtenir un chiffre, enfin, une trame qui est codée sur 8 bits. Le maître, il va envoyer cette trame-là, sans cesse, jusqu'à ce qu'il y ait un esclave qui lui réponde. Et dès qu'il y a un esclave qui lui répond, eh bien là, ils vont rentrer dans une phase de communication, d'échange, et l'interface va être au courant qu'il y a un nouvel écran clavier qui s'est branché sur elle. Donc à partir de là, ça correspond parfaitement à ce qu'on a sur notre RJ11. On a bien nos 6 fils, donc on trouve bien 5 volts, ground, MOSI, on a trouvé le CS et le signal d'horloge. Le dernier, on va donc supposer que c'est le MISO, c'est en gros le fil de données qui va servir, à l'esclave pour parler au maître. On va supposer que c'est celui-là. Enfin, on va supposer que c'est le dernier qui nous reste. On va se prober dessus et on va regarder ce qui se passe. Et ouais, gagné, on a de la data. Ça, ce que vous voyez là, c'est la réponse que va envoyer la carte écran à l'interface dès qu'elle va recevoir la frame qu'on a vue au début. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, elles vont pouvoir communiquer entre elles. Donc voilà, là le protocole sur le RJ11 il est relativement simple. On va passer de l'autre côté de l'interface avec le RJ45. Je vais laisser Rémi développer ce point-là. Donc le RJ45 il se trouve, on a dit, dans le plafond. C'est un câble qui va vers les autres digicodes et qui va permettre au digicode de, par exemple, vérifier si le mot de passe rentré est bon. Alors, on a eu énormément de chance sur ce câble-là, puisqu'à un moment, on a ouvert le plafond, on a trouvé dans le faux plafond un connecteur en Y. Et on ne sait pas qui a mis ce connecteur en Y sur le câble RJ45, mais en tout cas, ça nous a permis, à nous, de pouvoir se brancher sur le réseau des digicodes sans avoir à le modifier, sans avoir à l'interrompre. Donc on remercie bien la personne qui, un jour, a monté dans le plafond et a mis ce connecteur. On ne s'explique pas. Donc on regarde le signal, on regarde, c'est un RJ45. Et on trouve dessus un signal en 12 volts, c'est une puissance pour alimenter la carte du digicode,
on trouve notre signal de ground normal, et puis on trouve juste deux autres fils qui sont des données différentielles. Alors comment on les reconnaît? C'est des données qui sont toujours inversées l'une par rapport à l'autre. Donc on va reprendre la liste des signaux classiques, et on peut directement ne même pas considérer les premiers, ceux qu'avait fait Pierre, parce qu'on est sur des longues distances. On peut se dire que les portes entre elles, il peut y avoir 5, 6 mètres, 10 mètres qui les séparent. Donc on ne va pas utiliser, enfin en tout cas les personnes qui ont designé ce système n'ont pas utilisé des signaux courte distance. On peut se dire que ça peut être de l'Ethernet, la couche physique de l'Ethernet. Parce qu'après tout c'est un RJ45, et RJ45 c'est souvent associé à l'Ethernet. Non, ce qu'on a quand on analyse sur l'oscilloscope, ça ne ressemble pas à de l'Ethernet. Tout d'abord parce que nous on a du signal différentiel, et le CAN par exemple, lui fait du différentiel. Ça aurait pu être ça. Il est bien adapté pour les signaux longue distance, et le CAN c'est Controller Area Network, ça correspondrait au digicode. Mais non, en regardant un peu plus près, toujours sur l'oscilloscope, on voit que les messages sont beaucoup plus simples que des messages CAN. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? Le RS485, c'est le petit cousin du RS232, qui lui se base sur des signaux différentiels. Donc globalement, on a les deux paires, on a les deux fils qui forment une paire, c'est exactement ceux qu'on a retrouvés. Et on détermine si c'est un 0 ou un 1 en faisant la différence des deux signaux. Alors voilà comment les gens qui ont conçu le système des digicodes ont architecturé leur bus. On a tous les composants qui sont reliés entre eux. Donc dès qu'un message est lancé sur le bus, tout le monde le reçoit. Ça implique que si quelqu'un parle, tout le monde doit écouter. Et ensuite, comment ils ont organisé les éléments de ce bus? Il y a un master et des slaves. Dans notre cas, les slaves, ça va être les digicodes. Pour l'instant, le master, quand on analysait ce système, on ne savait pas ce que c'était exactement, où est-ce qu'il était situé. Et comment est-ce que le master et les slaves communiquent? Le master va périodiquement demander à chaque slave avec son numéro « Bonjour, slave 0, est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Et le slave 0 répond « Non, rien ». Imaginons que quelqu'un ait tapé son code sur le digicode 1. Le master demande à slave 1 est-ce qu'il s'est passé quelque chose, et le slave 1 dit oui, on m'a donné ce code-là, est-ce que tu peux le vérifier? Et donc à ce moment-là, ils entament une communication, le master renvoie un message à destination du slave 1, et en lui disant si oui ou non le login est bon. Revenons à nos signaux. On met l'analyseur logique sur le signal RS485. Alors c'est un signal asynchrone, il n'y a pas de clock. Alors, comment ça fonctionne, RS485? On commence avec un start bit qui va permettre de dire c'est bon, là on commence à envoyer des données pour éviter que quelqu'un qui se branche puisse prendre des données en plein milieu et penser que c'est des bonnes données. Et ensuite, on a regardé les messages qui passaient. Et on a vu qu'il y a toujours un bit qu'on appelle l'adresse bit, et puis 8 bits de data suivi d'un bit de stop. Alors pour les gens qui connaissent un peu les liaisons série classiques, on a en général un bit de start, 8 bits de données, un bit de stop. Et là, on a un bit d'adresse en plus. À quoi il sert? Il sert à implémenter le système de slave. C'est-à-dire que quand le bit d'adresse est à 1, le slave reconnaît que ce message est un message d'adresse, il écoute si l'adresse correspond à la sienne, et à ce moment-là, il continue à écouter les autres messages. Et sinon, il n'écoute plus. Il attend le prochain message d'adresse. Donc on a suivi tous les mots sur le RS485 et on a pu recomposer la structure d'un message sur ce bus. Elle est comme ça. Tout d'abord, le mot d'adresse, pour dire à qui on parle, suivi d'un mot de fonction, pour dire qu'est-ce qu'on demande à faire ou quelle est l'opération à effectuer, suivi d'un certain nombre de mots de données qui dépendent de la fonction qu'on a sélectionnée, et puis 2 mots de CRC. Les CRC, c'est un code qui est calculé par rapport au mot précédent pour vérifier que le message n'a pas été altéré ou bien qu'il s'est perdu, qu'il y a eu des erreurs dans la communication. Et à ce moment-là de l'analyse, on s'est dit, tiens, ça serait sympa qu'on puisse injecter nos propres messages. On s'est dit, est-ce que ça serait possible? Le problème, c'est qu'on ne connaissait pas l'algorithme utilisé pour calculer le CRC. C'est pas grave, on a brute forcé l'algorithme du CRC, son polynôme, et on est tombé sur une valeur. On a cherché cette valeur sur Google, et on est tombé sur un protocole qui s'appelle Modbus. Alors, je vous préviens, ce qu'on avait sous les mains, c'était pas Modbus. C'était une espèce de variante, on peut dire une inspiration pour les personnes qui ont fait ce protocole. Parce qu'en effet, c'est exactement le même format de message. Un mot de fonction, ça commence par un mot d'adresse,
fonction donnée CRC, avec le même CRC. Mais les différences sont subtiles, je n'entrerai pas dedans. Donc voilà, on a réussi à savoir quels sont les protocoles qui vont de la carte de l'interface vers le keypad et l'écran, et de l'interface vers les autres digicodes. Donc, dans notre idée de il faut qu'on fasse fonctionner une porte, on a ces deux endroits-là où on pourrait s'injecter ou faire ce qu'on veut. Deuxième partie, la conférence. On a eu accès aux cartes de ce système de digicode. Les voilà. Alors, on en a eu 3 sous les mains. La première, ça va être une carte avec un écran. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. C'est une carte qui va contrôler, c'est la carte qu'on appelle la carte Sécu board, qui va contrôler l'ouverture de la porte, particulièrement intéressant dans notre cas. Et une troisième carte. Alors, quand on les a reçus, ces trois-là, quand on les a eus pour la première fois, on ne savait pas trop où la placer dans l'architecture globale des digicodes. Et dans cette partie, étant donné qu'on a les cartes, on va les regarder juste. On va voir quels sont les composants qui sont dessus. Donc quand on fait ce genre d'analyse, on a plein un tas de composants qu'on peut négliger complètement, les composants passifs, les résistances, les capacitors, tout ça. Ça, c'est des détails d'implémentation en électronique, on peut les négliger. Par contre, il y en a qu'on ne doit pas négliger. Entre autres, c'est les composants actifs. En particulier les microcontrôleurs, qui sont ce qui font toute la logique sur les cartes. S'il n'y avait pas ces microcontrôleurs-là, la carte ne ferait rien. Et puis, il y a d'autres composants qui nous intéressent beaucoup, qui sont les FI et les convertisseurs de signaux. Les convertisseurs de signaux et les FI, c'est des petits composants qui vont permettre à la carte de s'interfacer avec d'autres systèmes, d'autres cartes ou d'autres composants. Donc voilà les 3 boards et les composants plutôt intéressants qu'on a vus dessus. La première, la screen board. On a vu un convertisseur UART. UART étant le symbole, la communication sérielle la plus basique qu'on retrouve sur tous les microcontrôleurs, qui convertit de l'UART vers du RS-232. Alors, ce RS-232, c'est un protocole de communication qu'on n'a pas du tout retrouvé à nulle part ailleurs dans le système des digicodes. Donc on pense que c'était un autre système sélectionnable, ou quand ils ont commencé à tester les digicodes, mais qui n'a pas été utilisé par la suite. La deuxième carte, elle a un convertisseur UART vers RS485, c'est le bus des digicodes, là où sont branchés tous les digicodes, et un relais. Alors le relais, c'est le composant électronique qui va nous permettre d'ouvrir la porte. C'est lui qui contrôle l'électroaimant de la porte. Donc si on veut contrôler quelque chose sur cette carte, c'est lui, avec un microcontrôleur PIC. Et la troisième carte, qui a elle aussi un convertisseur vers 485, donc on peut se dire qu'elle est reliée au réseau des digicodes, au bus des digicodes, et un contrôleur pour un FI pour l'Ethernet. Donc on peut imaginer à ce moment-là que cette carte-là ferait le lien entre le bus des digicodes et le monde extérieur, le monde civilisé de Ethernet IP, avec son propre microcontrôleur. Alors voilà par exemple une des cartes. On a au milieu là un convertisseur 485, un convertisseur 232 cette fois-ci, et un microcontrôleur. Alors on voit ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris la documentation du microcontrôleur, on a extrait son schéma avec les indications des pattes, et on l'a mis en surimpression sur l'image, en violet là, c'est ce qu'on voit là. En utilisant des photos des deux côtés de la carte, et en jouant sur la surimpression, la transparence, on a pu, juste pour voir où était relié, refaire le circuit électronique de cette carte en traçant, en dessinant dans un outil de dessin juste les pistes. Ça nous a permis, par exemple, de voir que le convertisseur 232 était relié au convertisseur 485 et que c'était juste quand l'utilisateur retournait la carte, il avait accès à un switch pour sélectionner soit l'un, soit l'autre. Parlons un peu de software, parce qu'il y a des microcontrôleurs sur ces cartes-là. Et quand on les a retournés, il se trouve qu'il y avait encore un pin de debug. Et c'est l'interface qu'ont utilisé les programmeurs de cette carte pour mettre le code la première fois. Et donc on s'est intéressé, est-ce qu'on peut la dumper? Alors le PIC, rapidement, c'est ce PIC-là, le 16F977. C'est un des PIC extrêmement communs de microchip. Un PIC, un 8 bits classique, avec par exemple 8 kg de flash pour son code programme. C'est un microcontrôleur embarqué extrêmement classique. On notera juste que ce sera
intéressant techniquement qu'il a 14 bits pour la taille de ses instructions, mais que la taille de son bus de données ne fait que 8 bits. On en reviendra juste après. Donc retour au fait de récupérer le code de ce PIC. On s'est branché dessus. Et on a regardé et on a pu récupérer le code qui avait été mis sur le microcontrôleur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu faire ça? Est-ce que les gens ne peuvent pas protéger leur microcontrôleur, empêcher la lecture ou la réécriture du code? Bah si, ils peuvent, mais il se trouve que là, ils ne l'avaient pas fait. Merci à eux. Juste un encart théorique sur pourquoi est-ce qu'on peut avoir des instructions de 14 bits et des mots de données de 8 bits. Si ça vous intéresse, regardez l'architecture à Harvard, c'est une des architectures de CPU qui existe, dans laquelle le programme, la mémoire du programme et la mémoire de données sont complètement séparés physiquement. Le mémoire du programme, ici c'est une flash, et la mémoire des données, c'est de la RAM classique. Et ça va se traduire dans le code PIC, ce fait-là, avec des procédures complètement différentes pour accéder à la RAM ou à la mémoire du programme. Bref, fini l'encart. Je vous rappelle la situation. On veut faire en sorte qu'une porte fonctionne. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on avait très peu de temps pour le faire. On avait 2-3 jours, à peine, avant que le fait que la porte soit fonctionnelle soit nécessaire. Et donc, on peut se dire, c'est pas grave, on va complètement reverse engineerer le code des PIC, le code du système. Et Tayo, vu qu'on peut réécrire, on peut remettre notre propre code, regérer à la main tout ce système d'authentification, allons-y. Oui, alors ça implique de reverse engineerer le code, et en 3 jours, avec le code de PIC, vous allez voir que c'est pas trivial. Donc pour vous montrer ça, je vais reprendre des extraits du code qui se trouvait sur ce microcontrôleur. Et en même temps, ça va me permettre de vous montrer un peu ce que c'est que le PIC, l'assembleur PIC. Le code que je vais présenter en premier, c'est un code qui sleep, un code qui ne fait rien, un code qui attend juste, par exemple, pour qu'on fasse s'allumer une LED et puis qu'on laisse l'éteindre quelques secondes plus tard. Le PIC a un registre, le registre W. C'est le seul, prenez-en soin. On a l'instruction move LW qui va mettre un littéral dans W. Et l'instruction move WF pour mettre le word, donc pour mettre le registre W dans un registre de RAM. Voilà la manipulation de W. Ensuite, on a des instructions comme add WF pour ajouter W à un adresse de RAM, et ainsi de suite. Un truc intéressant sur les microcontrôleurs, c'est cette instruction-là. CLR WDT. Clear Watchdog Timer. Alors, c'est commun en embarqué d'avoir un système de watchdog. Le watchdog, c'est un timer. Un timer qui, s'il tombe à 0, redémarre le microcontrôleur. Et à quoi ça sert? Eh bien, imaginez, dans votre code, il y a un bug. Il y a un bug qui déclenche une boucle infinie dans une partie que vous n'aviez jamais pensé. Eh bien, votre boucle infinie, elle ne va pas effectuer l'instruction Clear Watchdog Timer. Donc, elle ne va jamais remettre le watchdog, ce timer-là, à sa valeur initiale. Il va donc tomber à 0 et redémarrer votre microcontrôleur et le sortir donc de sa boucle infinie. Là, puisque c'est un sleep et que ça va prendre un peu de temps, les designers de ce code-là ont dû mettre cette instruction pour éviter que le watchdog tombe à 0 et redémarre le microcontrôleur. Donc imaginez si on avait voulu juste écrire un peu de code PIC, il aurait fallu qu'on ait ça en tête en quelques jours, le temps de tester, débugger, ça aurait été compliqué. Deuxième bout de code. Alors le PIC a un système de banques, 4 banques pour être exact. Je ne vous demande pas de lire le contenu de ces banques-là, mais en haut on a des adresses, des emplacements qui servent à configurer les fonctionnalités du PIC, et en bas des adresses de RAM générales où on peut mettre nos données à nous. Le problème du PIC, c'est la complexité qu'ils ont mis en place pour accéder à ces différentes banques. Par exemple là, les deux méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte pour accéder aux banques, mettent en jeu chacune des flags dans des registres de statut, 2 ici, là, pour sélectionner dans le mode direct quelle banque on veut, ou en mode indirect, 1 plus un bit supplémentaire dans un registre spécial, permettant par exemple d'effectuer des boucles juste en incrémentant le registre spécial. Et je vais vous montrer du code qui utilise ces fonctionnalités-là. Par exemple, en haut, là, on utilise 2 instructions uniquement pour sélectionner la banque que l'on veut utiliser. Puis tout ce bloc de code-là va uniquement regarder, voir s'il doit sélectionner le bit
Pour le mode indirect ou pas, là j'ai enlevé du code pour éviter que ça dépasse de la slide, pour finalement exécuter tout en bas l'instruction qui va faire le déplacement indirect dans le système de RAM avec les banques. Bref. Et ça correspond uniquement à déplacer 4 octets d'un endroit à l'autre de la RAM. Troisième exemple. C'est comment dans les systèmes embarqués de mettre des données du programme dans le programme, encodées comme du code. Ici, ils ont, dans le système du PIC, on peut utiliser l'instruction readLW pour faire un retour de sous-routine avec une valeur. Comment ça s'utilise? Dans le code qui veut accéder à ces données, il effectue un call vers cette adresse-là, qui exécutera directement readLW avec la valeur. Donc juste après avoir effectué le call, on revient avec, dans notre seul registre à disposition, W, la valeur qui nous intéresse. On peut se dire, bah, très bien, je vais faire call. Comment on fait call en PIC? Ah oui, bien sûr, il faut utiliser le PIC paging, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce code, les données sont situées en bas de l'adresse space. Et en PIC, on ne peut pas directement accéder au bas de l'adresse space, il faut mettre en jeu le paging du PIC, qui utilise 2 registres. Bref. Voilà un exemple, enfin voici le code du goto, le call. Oui? Oui, en fait, ce qui se passe généralement, c'est que ça, c'est juste une des sous-routines qui fait le lookup dans la lookup table qui est ici. Là, il va mettre en place la banque, uniquement pour utiliser ces registres 7B et 7A, là. Mais il se peut que toi, quand tu vas appeler cette routine-là, tu sois dans une autre banque, donc, et ainsi de suite. À chaque fois, en fait, quand tu ressors de cette routine-là, il faut que tu te remettes dans ta banque à toi, au cas où la personne qui a dans la sous-routine s'est changée de banque. Voilà. Donc, imaginons, on a 3 jours pour reverse engineerer 3 boards, recoder du code PIC, savoir comment ça fonctionne. Avec ce genre de cas de code, c'était pas trivial. On n'avait pas le temps, on avait autre chose à faire. Et ça nous amène à la 4e partie de la conférence, qui est comment on a fait pour de vrai. Je vais laisser Pierre vous montrer comment on a fait. Alors là, normalement, c'est le moment où on a endormi toute l'audience avec l'assembleur PIC. Vous êtes d'accord que c'est compliqué, hein? C'est compliqué tout ça. Et si on revient sur la situation de départ, on veut juste que la porte elle soit lockée et que juste on puisse que les gens, personnes autorisées, puissent taper leur login et puissent passer. C'est tout. Puis là, on se retrouve avec un système qui est finalement super complexe. Si on veut juste résumer, alors ça c'est un graphe qu'on a fait juste pour représenter simplement le système tel qu'on l'a compris. En gros, on va avoir pour chaque porte, on va avoir une carte sécu, une carte écran, et la carte sécu va communiquer en SPI avec la carte écran et va contrôler l'électromagnétique. On va retrouver cette petite topologie-là, on va la retrouver sur chaque porte. Toutes ces portes, en fait, elles vont être reliées via le RS485 qui lui-même va être relié à la gate. La gate, c'était la troisième carte qu'on vous a montrée au début, qui, elle, a une interface Ethernet. En gros, si un utilisateur veut tape son login sur cette porte-là, la SecuBoard va interroger la gate va, qui sert d'interface entre le RS485 et l'Ethernet, va demander via un protocole via TCP/IP, va interroger un serveur, est-ce que ce login-là a le droit d'entrée? Si oui, alors la gate va renvoyer le message à la bonne porte en disant c'est bon, tu as le droit d'entrer. Là, le système ne marchait pas. Là, c'est assez facile de voir que c'était la gate qui ne marchait pas, dans la mesure où la SecuBoard avait l'air de fonctionner. Le SPI fonctionnait bien, tout ça, ça marchait bien. Le seul truc, c'est que quand on se probait sur le RS485, on ne trouvait rien. Il n'y avait pas du tout les trams qui devaient être là d'habitude. On n'avait pas accès à la gate, donc on ne pouvait pas aller s'amuser à essayer d'aller la changer ou quoi aux caisses. On était bloqué à ce niveau-là. Alors là, il y a 3 solutions qui se sont proposées à nous pour régler ce problème. La première, c'était déjà d'émuler la gate. On s'est dit, on va se rebrancher là, on va simuler le comportement de la gate, on va refaire un petit circuit à nous qui émule le comportement. Ouais, c'est un peu compliqué, le 485.
Non seulement à cause du protocole, mais aussi au niveau de l'électronique, on n'a pas envie de crafter une board pour faire ça. Donc, on oublie cette solution. La deuxième solution, c'était de reprogrammer la sécu board. Bah oui, il y a les pimes de debug, pas de souci. Comme ça, en gros, la sécu board, elle devient autonome, elle n'interroge plus la gate, et c'est elle qui gère les logins. C'est elle où dedans, on codera en dur les logins autorisés, et c'est elle qui va se débrouiller toute seule. Ok, vous avez vu la tête de l'assembleur PIC, on oublie. Oui, il y a l'assembleur PIC, et il y a aussi le protocole SPI aussi, hein, qu'il faut reverse en entier pour communiquer avec le screenboard. On n'a pas envie. La solution qu'on a gardée, c'est quand on regarde la carte sécu, enfin l'arrière de la carte sécu, on peut voir qu'ici, alors je vous le dis, ici vous avez trouvé le relais derrière, ça va être les pins du relais. Le relais, je rappelle, comme on l'a vu au début, c'est le petit composant qui va contrôler la puissance et c'est lui qui contrôle l'électro-aimant. Donc si on le désactive lui, enfin si on a le contrôle sur le relais, on a le contrôle sur l'électro-aimant. Ouais, vous comprenez? Donc en gros, si on applique du 5 volts sur cette pin-là, on ouvre la porte. Ça va? Ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est récupéré ici et on a mis notre propre circuit à nous. Ça, c'est un schéma simplifié de la solution qu'on a mis en place rapidement. On a mis en place une carte qui s'appelle l'Intel Galileo, c'est un détail, dessus on peut faire tourner un Linux, c'est cool. Il y a de la GPIO, et c'est elle qui va être connectée directement au relais de la sécu board, comme si de rien n'était. La Galileo, elle sera reliée à l'Ethernet. Et de l'autre côté, on va avoir au niveau du keypad, on a récupéré le keypad, mais on l'a branché sur une BeagleBone Black. BeagleBone Black, c'est une autre board avec un Linux dessus, c'est pas important. Ce qui est cool, c'est que ces deux boards, elles ont de l'Ethernet. Ouais. Du coup, là, la BeagleBone Black, elle se charge de récupérer les entrées utilisateurs, elle envoie ces entrées via une requête HTTP à la Galileo. La Galileo, elle sait quel login a les autorisations pour rentrer. Et si le login qu'elle reçoit par HTTP est bon, alors dans ce cas-là, elle active le relais et elle active la porte. Et elle ouvre la porte. Cool, non? Bon, ça paraît simple comme ça. En vrai, ça ne l'était pas du tout. Dans la mesure où, pas de chance, d'habitude, la carte écran et la carte sécu, normalement, elles sont assez proches. Il y a quelques mètres entre les deux. Là, pas de chance, ce n'était pas le cas. Là, ils n'étaient même pas dans la même pièce. On ne pouvait pas tirer un câble RJ45 entre la Galileo et la BeagleBone Black. Alors, on a fait des trucs un peu louches avec un Wi-Fi au milieu, avec des sous-réseaux, tout ça. On avait un truc bien compliqué ici. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit nuage, mais c'est vachement compliqué, c'est vrai. C'est le cloud, voilà, c'est le cloud. C'est ça. Alors, ça marche. C'est une solution qui reste malgré tout temporaire. Le but, c'est pas de laisser ça comme ça. Mais ça marchait. Au bout du 3e jour, on avait un système qui ressemblait à ça et qui marchait. Et ça dépannait. Alors en conclusion, ouais, on a quand même reverse tout un système seulement pour faire ça. On va essayer de tirer quelques conclusions quand même de notre boulot. Déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que le système est super rigide en fait. On peut voir clairement que tout le matériel qui a été choisi pour ce système-là, il a été designé pour. Il n'a pas été mal fait, il n'a pas été mal conçu, mais on sent bien qu'ils se sont donné du mal justement à faire un protocole qui colle parfaitement aux besoins. Ouais, du coup, c'est pas du tout flexible du tout. L'autre petit problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'il est assez peu tolérant à la panne, dans la mesure où sur le RS485 par exemple, s'il y a une porte qui ne marche plus, toutes les autres ne fonctionnent plus. Et il y a plein d'endroits comme ça qui sont critiques dans tout le système, c'est assez gênant. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, troisième point, c'est pas du tout sécurisé. Je veux dire, les mots de passe sont envoyés en clair, donc n'importe quel crétin qui se probe sur le... Ah, on s'est probé nous. Ouais, qui se probe sur le 485 peut récupérer les mots de passe. En clair. Ouais, donc tout ça pour dire, reverse de l'hardware, c'est quand même super cool. Il y a quelques articles qui traînent sur le web, quelques blogs qui sont super sympas pour ceux que ça intéresse. Des exos d'hardware, on commence à en voir un peu en CTF, c'est cool. C'est super drôle à faire. Ça commence à devenir un peu mainstream. C'est plutôt une bonne chose. Enfin, on remercie les gens qui nous ont aidés pour réaliser ce projet. Et enfin, si vous avez des questions un peu plus techniques sur ce qu'on a fait, ou même si vous avez des questions en général sur le reverse d'hardware, n'hésitez pas à nous contacter.
En attendant ça, est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question venant d'un certain Colonna sur IRC en fait, qui est, il n'existe pas une toolchain ou au moins un assembleur de plus haut niveau pour pouvoir dev plus facilement sur ce genre de microcontrôleur, donc des PIC? Si, totalement, mais la difficulté en fait c'était le reverse engineering par exemple du protocole. C'est ça qui nous posait problème, parce que si on voulait recoder un PIC, on a toujours un petit bout de protocole, que ce soit le SPI ou le VARS 485, qu'il aurait fallu reverse, comprendre comment il fonctionne pour mettre en place. Et on n'avait pas assez de temps. Et puis on a trouvé une solution plus simple, ce qui ça explique aussi. Attends, oui, vas-y. Tant qu'on parle des toolchains, on ne trouvera pas de GCC pour PIC, enfin il en existe peut-être, mais en tout cas la toolchain officielle c'est MPLAB de Microchip, qui n'est pas une toolchain super sympa à utiliser, elle n'est pas hacker friendly on va dire, contrairement à la toolchain de AVR qui est plus hacker friendly. Ouais, moi c'est quand je vous ai vu faire, non, vous aviez pas mis un laptop relié à la porte ou et du coup à quoi il servait le Alors, laptop? comme je le disais, le petit nuage. Alors, tac. Ouais, comme je le disais, physiquement, on ne pouvait pas tirer un câble RJ45. Du coup, il nous fallait juste on avait un routeur Wi-Fi et on avait un laptop qui nous servait de routeur aussi, Wi-Fi de l'autre côté, pour pouvoir faire communiquer les deux interfaces. Ouais, c'était un peu bizarre, mais ça fonctionnait bien, hein, c'est dit. Et puis là, on n'a pas montré la partie alimentation de tout ce système, parce que toutes les cartes, en plus d'être connectées en réseau, il faut qu'elles soient alimentées. Donc par exemple, on avait un câble USB de plus de 5 mètres qui reliait justement le laptop et la BeagleBone qui se trouvait sur la porte, couplé à un câble RJ45 qui reliait la BeagleBone à un routeur Wi-Fi. Sur ce coup-là, vous avez eu de la chance que la procédure de déverrouillage, c'était simplement un relais à switcher. Mais dans le cas où vous auriez eu, par exemple, des fils d'un protocole inconnu qui partaient, comment vous auriez pu reverse ça, sachant que vous auriez été obligé de débloquer la porte pour avoir les trames? Alors, en pratique, c'est ce qu'on a eu, en fait, parce qu'on n'a pas montré là, mais au lieu de se brancher sur la vraie secure board, on l'avoue, débrancher quelques câbles et brancher notre propre secure board dans le système, en fait, pour justement éviter de toucher à celle qui existait vraiment. On n'allait pas souder sur la carte qui était dans le système. Donc en fait, on en a mis une deuxième, et on a tiré un câble qui partait, en gros, du plafond, qui redescendait à notre secure board, qui était relié à la Galileo, et ce câble-là, qui était le câble du relais, remontait jusque dans le plafond pour se rebrancher sur le système, sur le vrai système. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rerouté la puissance de l'électroaimant par notre système à nous. On peut pas... voilà, quand on a la puissance, on a tout, globalement. Merci à vous.